Et alors bonsoir à tous, ou bonjour, bienvenue sur cette nouvelle émission du Colonel Van Hagen, et nous allons continuer notre exploration de cette glorieuse époque qui est la Nouvelle-France. Pour nous en plus royalistes, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Euh, c'est comme je vous l'avais dit précédemment, nous lançons là sur une très longue série d'émissions. J'espère que ça vous plaira à tous. N'hésitez surtout pas, d'ailleurs je vous engage très fort à le faire, à partager ces émissions, à laisser des commentaires, à nous laisser vos impressions, à poser des questions, c'est très important. Euh, J'espère que là j'ai corrigé le son, j'espère que tout ira bien. Je remercie ceux qui se sont portés volontaires pour corriger mon son, c'est très sympa de votre part. J'ai encore vu un message arriver alors que je commençais à enregistrer. Et donc, bien sûr, pour m'accompagner ce soir, j'ai mon cher ami Alexandre qui nous vient de Gaspésie. Salut Alexandre. Ben non, pas de Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Ah non, mais c'est très important la distinction. Hein. Non, je suis désolé. C'était c'était pour, je me- c'était pour me marrer. Ouais, Euh, je sais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'ailleurs, c'est vrai que je, l'autre soir, on a rigolé sur la Gaspésie. Euh, et ensuite de cela, vous allez voir que nous allons avoir quelque chose de tout à fait intéressant. J'ai invité Castellan. Salut Castellan. Bonsoir à tous les deux, bonsoir à nos auditeurs. J'ai invité Castellan parce que Castellan a un attrait tout particulier pour tout ce qui peut se mettre dans le gosier, tout ce qui peut se préparer. Ah Et, bah, c'est sûr. et Castellan va nous proposer un petit sujet sur la gastronomie en général, comment on se nourrissait dans ces périodes-là, et comment on le faisait, pourquoi, etc. Donc vous allez voir, ça va vous intéresser. Alors je crois, Alexandre, que tu voulais démarrer très fort avec une certaine personne. Vas-y, explique-nous. Oui, ben, comme la dernière fois, on a parlé, et on va continuer de parler de Samuel Champlain et des coureurs des bois en général. Je voulais juste commencer avec une petite citation sur un de ces coureurs des bois-là qui s'appelle Étienne Brûlé, surnommé l'ensauvagé. Bon, ça vous donne un peu le ton. Ouais. Euh, Ça va comme suit. Il fut un des premiers Français à courir l'Amérique, à entendre sa langue, à épouser ses mœurs, ses mythes et ses femmes. À l'Amérique, il l'aura tout pris, tout entier, avalé littéralement. Ça en dit long, hein, sur... Ben oui, ben oui. Alors, oui, vas-y. Juste pour ajouter, Étienne Brûlé est un personnage qui va se mêler avec Champlain aussi, vous allez voir Ouais. un peu plus tard. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais ajouter. Donc, il est, euh, il est son interprète. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que il est né à Champigny-sur-Marne, près de Paris, et il devient interprète en langue huronne. C'est Mhm. c'est marrant cette capacité hein, qu'ont nos Français de Nouvelle-France à aller à apprendre les langues, etc. Enfin, ça vient de quoi Ben, en fait? c'est une question de survie aussi beaucoup. Là. Ouais. Tu te retrouves sur des terres extrêmement hostiles. Mais si je puis me permettre, à l'époque, le royaume de France était multilingue, donc c'est pas étonnant qu'ayant déjà une certaine gymnastique d'esprit et même une habitude, puisque que tu disais, il est né à Champigny-sur-Marne, est allé quelques lieux à l'ouest ou à l'est de Champigny-sur-Marne, on parlait pas le même patois ou la même langue ou le même dialecte, et donc c'est pas très étonnant en soi. Oui, quelque part, oui, peut-être qu'effectivement, il y a une certaine habitude à, C'est ça. à avoir d'autres langues. Et donc, a priori, en fait, il commence sa carrière chez les Hurons à partir de 1611. Hein, Ouais, c'est Champlain qui lui avait confié le rôle en fait d'aller apprendre la langue et de faire l'inventaire de leur richesse. Hein. ouais. C'est un des premiers à avoir descendu aussi profond dans le territoire, autant canadien que territoire américain. Il descend euh,
je crois que c'est l'État de New York, mais vraiment dans le bas. Ouais, il va en Pennsylvanie, je crois. Pennsylvanie, ouais. C'est vrai que d'ailleurs, je vais me Ça fait reprendre, une bonne marche. je vais me reprendre une carte parce que je vous engage à. Alors, comme je limite mes montages, je suis désolé, je vous fournis pas les cartes, mais je vous engage, au fur et à mesure que nous parlons, à vous prendre une carte et à regarder ce dont on parle. Ce sont des distances considérables, hein. Si vous partez de Québec, aujourd'hui, si vous partiez de Québec et que vous rendiez à New York, ouais, tu l'as déjà fait en voiture, toi, Alexandre, ça? En voiture de Québec à New York, je crois que c'est 10 heures, si je me trompe. C'est dément. Ouais. C'est- Eux, c'était canot portage à pied. C'était pas. Ouais, ils étaient pas en bagnole. Non. Pas en train non Même pas à plus. cheval. Même pas à cheval en plus. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'un Lille Marseille, presque, à 2-3 choses près. Ah bon? Pas plus? Oh, c'est 12 heures parce que, mais voilà, mais si, un peu plus au nord d'Aix et tout ça, tu dois être dans les 10 heures de voiture depuis Lille. Hein. Je sais que Paris-Marseille, c'est 9 heures en voiture, à peu près. C'est à Paris-Marseille, on va dire. C'est bizarre parce que là j'essaie de faire le trajet, de regarder le trajet sur Maps et il veut même pas me le donner. Ouais, puis aussi, faut rappeler, leur trajet, c'était pas des lignes droites. Je veux dire, ils passaient par passaient par tous les forts qu'il y avait ou tous les avant-postes qu'ils pouvaient avoir avant de se rendre. Bah, c'est ça, Ça, c'est quand il y en avait. Quand il y en avait, ouais. ça devait faire Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, là. Il devait redescendre Ouais. jusqu'à. Dans le, Ouais. oui, dans le livre que j'ai parlé la semaine dernière, ils ont Mhm. couru l'Amérique. Chacun des coureurs des bois a une map avec leur trajet qu'ils ont fait. Ouais. Puis Étienne Brûlé, on parle de, lui c'est Tadoussac, même plus haut. Il descend jusqu'à Trois-Rivières, après ça, Sault-Saint-Louis. Ouais. Ensuite, il s'en va vers les lacs, vers les grands lacs. Il se rend jusqu'à à la pointe du lac supérieur. Donc là, C'est énorme. c'est énorme, c'est des milliers de kilomètres. C'est clair. Putain, lac supérieur, c'est quoi? C'est Duluth? A priori aujourd'hui, je Ouais, pense. ouais. C'est- Mais il y a une question qui me vient là, au fur et à mesure qu'on en parle, mais donc a priori c'est quoi? C'est des canaux d'écorce hein, qu'ils utilisent, je Ouais, suppose. canot des courses, portage, pied à pied. Mais du coup avec un canot d'écorce, est-ce que tu es obligé de rester proche de la rivière? Par exemple si tu prends Sault-Sainte-Marie et que tu essayes d'aller à Duluth, tu passes pas au milieu du lac, si? Ou tu longes plutôt le rivage? Ben, la plupart du temps, il longeait le rivage, mais faut aussi rappeler que lui, il était pas tout seul. Étienne Brûlé il était avec d'autres. Ouais, parce que... Je crois qu'il Pardon, excuse-moi. il s'en va avec les Hurons, Hmm. puis il y a d'autres Amérindiens avec lui. Mais ce que je voulais dire par là, c'est parce que le lac supérieur, on se rend pas vraiment compte, mais il a sa propre synergie. Il y a des Ah vagues, oui, non, non, etc. Tu- non, tu passes pas en plein milieu du lac supérieur, C'est ça. c'est un mini-océan, là, Voilà, c'est ce que je me disais. Enfin, tu te pointes pas avec ton petit canot là au milieu, c'est pas tout plat. L'eau, elle est pas toute calme. non, non, C'est- tu restes à vue de rivage, comme on. Oui, voilà. Et puis bon, bah, une fois que t'as ramé pendant 6 ou 7 heures, j'en sais rien, tu essayes de te trouver un endroit avant la nuit pour monter ton camp, manger un morceau, j'imagine. Des petites pauses. Chasser, certainement. Donc ouais, on est sur des gens qui avaient... qui à la fois devaient avoir une vie absolument passionnante, mais extrêmement dangereuse de toute façon. Est-ce que tu penses qu'Étienne Brûlé, lorsqu'il s'en va là, faire lac supérieur, le lac Erie, Ontario, lac Huron, et peut-être même le lac Michigan, d'après ce que certains disent, euh, il est en territoire un petit peu hostile aussi à cette époque-là. Ah oui, oui, je veux dire, ben, comme la plupart des gens savent, c'est pas toutes les tribus amérindiennes qui s'entendent les unes avec les autres. Hein. C'est pas la paix, l'harmonie. C'est pas le grand pays des bisounours. Non, non, et non, vraiment pas.
D'ailleurs, la fin de M. Lourlet va en témoigner. Alors, Est-ce qu'on peut parler de sa mort tout de suite ou... allons-y. Ah ben, en fait, il fait partie des conspirateurs qui est accusé par Champlain. Ouais. Parce que pour les gens qui ne savent pas, Québec a été pris par les Anglais une première fois Mhm. en 1629. Ouais. Champlain expulse Brûlé de son expédition, donc il fait plus partie de l'entourage de Champlain. Puis il s'en va vers l'ouest, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ontario, Ouais. où ce que les Hurons étaient principalement. Et il va finir assassiné par des membres de la tribu Huron et possiblement mangé, qu'on dit. Bon, ça Oui. ça D'où reste d'où- d'où interprétation. le poème que tu nous as lu, où il Ah, finit avalé il tout l'aura entier. avalé littéralement, effectivement. Donc, Mais est-ce qu'on a une idée, parce que là, moi, j'ai pas trouvé. Est-ce qu'on a une idée de sa, déjà de la véracité? Est-ce qu'il a trahi réellement, ou est-ce que c'était juste parce que bon, bah, à l'époque. ah, mais c'est parce que il a décidé avec d'autres compagnons, d'abandonner Champlain. Fait que c'est lui en premier qui décide d'abandonner Champlain. Hmm. Puis il se met au service des frères Kirk. Les frères Kirk, c'est eux qui ont pris le Québec dans ces années-là. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Et c'est quoi sa motivation, quoi? Champlain l'agacé, je sais pas. Je sais pas si on a des renseignements sur les motivations. J'imagine que c'est pécunier, hein. Ouais. C'est dommage à dire, mais ça devait aller dans ce sens-là. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, là, il s'est même marié. Alixon Coiffier, en 1626. Il aura une fille qui s'appellera Marguerite. Ah, ça, je savais pas. Ouais, bah, moi non plus. Et en fait, ça nous emmène vers ce qu'on va appeler les guerres iroquoises. Hein, parce que, Mhm. Ouais. effectivement, comme on l'a dit précédemment, on est sur des territoires qui sont agités de remous. Parce que quand les Français arrivent, et d'autres Européens également, euh, les nations indiennes, hein, autochtones, se livrent souvent des conflits farouches pour les richesses que sont les animaux. Leur subsistance va avec ça. Et donc apparemment, on est vers le milieu du XVIIe, là, ce qu'on appelle les Odénosonies. Alors les Odénosonies, en fait, c'est une alliance de nations. Hein, c'est ça, hein, on Ouais. ne peut pas Ouais. appeler ça autrement. Alors, ça regrouperait les Odénosonies. Attendez, pas. C'est quoi? C'est les. Ah, j'avais mes notes tout à l'heure devant les yeux, je la retrouve plus. C'est n'importe quoi. C'est un rassemblement de 5 nations. Oui, c'est ça, c'est 5 nations. Alors, c'est les. Ah, c'est pas possible. Tu veux que... Alors, il y a les Mohawks. Oui, Il y a les. Onondaga, Voilà, vas-y, continue. Seneca. Sénéca. Désolé, mon iroquoien est pas au point. Ah, bah ça y est, les Cayugas. Les Nayut. Oui, Et Oneidanas, on l'a dit. oui. Ouais, C'est c'est les ça. Oneyut. Comment tu dis? Oneyut. Ça, c'est marrant, ceux-là, je l'ai pas. D'accord, donc on est Sénéca, Cayuga, Oneidana, Onondagas, Mohawks. Ah ouais, ouais. Et donc, en fait, ils se disputent les castors et très certainement les cerfs. Ouais. Ça te paraît cohérent? Est-ce que nous, ça nous paraît désuet, mais quel est l'enjeu là? Ben, l'enjeu, si on parle, bon, ben, pour les castors, on le sait, parce que même les Européens, c'était de quoi de très prisé, mais pour les cerfs, il faut comprendre que un cerf, c'est utilisé de bout en bout, hein. Même les os, on s'en sert, je veux dire, la peau pour faire le cuir, les os pour faire des outils, Ouais. parce que là, on parle euh, d'un temps où c'est que les nations iroquoises ou même algonquines, là, pour les nations en fait amérindiennes d'Amérique du Nord, ils n'ont pas découvert le fer. Eh oui.
Ah mais On est, c'est vrai, ça, faut le préciser quand même, effectivement. je Ils veux ont dire, pas c'est les Européens qui importent le fer. Fait que le fameux Tomahawk en voilà, métal, un peu comme dans le film Le Patriote, bon, c'est beau, mais c'est une, c'est une invention européenne au final. oui, d'ailleurs, en fait, si je me rappelle bien, ils utilisent plutôt quelque chose qui ressemble à un casse-crâne avec une espèce de boule au bout. C'est du bois, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est bois avec une pierre incrustée dans le bois, attachée. Ils ont des haches, mais c'est pas le modèle de hache qu'on voit habituellement là, quand on pense à un tomahawk. Ouais. Bah, ils se lançaient Très pas différent. dans l'abattage de masse, de toute façon, donc ils avaient pas besoin Non, non. de hache de bûcheron, quoi. Ouais. Puis, Et ouais, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. non, mais essayer d'abattre un arbre avec les haches qu'ils avaient. Vous pouvez voir des vidéos, il y en a sur YouTube, là, marqué hache traditionnelle amérindienne. Vous allez voir, ça prend du temps. C'est clair. Et je sais pas si la dernière fois on avait parlé justement des canaux d'écorce. Peut-être qu'on peut. C'est peut-être le moment peut-être d'en parler un petit peu. Mais je crois que oui, on en avait On avait parlé un parlé, je peu. me rappelais plus. Ouais. Parce que justement, en fait, leurs outils leur permettent quand même d'avoir un, comment dirais-je, un kit de survie relativement efficace, hein. Mhm, mhm. Entre ça, euh, est-ce que les canaux avec la peau tendue, c'est quelque chose qui est répandu selon toi aussi? C'était vraiment plus écorce parce que c'était facile à. Bon, comment je peux dire? Facile à entretenir. Ton canot d'écorce, bon, tu le perces, tu t'en vas te rechercher de l'écorce sur un arbre, c'est fini. Oui, Tu peux le réparer facilement. c'est plus court Ouais, un peu. que d'aller tailler des peaux. Et donc en fait, on est donc sur ce début, sur les origines de ce qui est appelé donc les guerres iroquoises ou également la guerre franco-iroquoise. Ouais. Et a priori donc le déclenchement de la guerre est associé à la concurrence dans le commerce des fourrures. Donc en 1640, les Haudenosaunee lancent une campagne pour élargir leur possession territoriale et donc l'accès aux animaux. Et les hostilités vont s'étendre quand même jusqu'en 1701. Alors c'est quoi 1701? À 1701, c'est une date importante. C'est la grande paix qui est signée. C'est la grande paix des Français avec les nations autochtones du territoire. Et Euh, oui, vas-y, je t'en prie. J'allais dire, il y a le document original qui est magnifique. Le document de la Grande Paix, tu vois toutes les signatures de chacune des nations autochtones sur le territoire. Puis, en tout cas, je vous invite à aller regarder. Peut-être que tu pourrais mettre une image, par contre. Ouais, faudra peut-être que je la mette, effectivement, t'as raison, tu me rappelleras. C'est une image, c'est une des images les plus importantes, selon moi, là, pour C'est cette con- période-là. c'est conservé à Québec, j'imagine. Je vais te dire oui, mais je suis vraiment pas convaincu parce que, comme je disais, beaucoup des documents concernant la Nouvelle-France sont en Ontario, Ah, étrangement. d'accord. Donc, En Ontario? Pourquoi? oui, parce que bon, l'Ontario, c'est Ottawa, c'est la capitale Eh du Canada. oui, bien sûr. Ben oui. Eh oui. Bon. Ah, Mais j'aurais- beaucoup des documents sont à Toronto et à Ottawa. ouais, bah ouais, ils centralisent tout, même ça. Et donc, et donc donc les guerres, en fait, ces fameuses guerres, bon, c'est quand même considérable hein, quand on pense 1640 jusqu'à 1701, bien sûr, bon, c'est pas non-stop, mais on peut imaginer, vu le genre de bonhomme qui se faisait la guerre, ça devait être assez déchaîné. Et parce qu'en fait, on nous dit quand même dans l'histoire que c'est une lutte intense pour le contrôle des ressources. Hein, Mhm. c'est pas une mince affaire. Et donc en fait, a priori, ce qu'on nous dit là, c'est que à l'instigation des colons hollandais de la rivière Hudson, hein, alors ils sont armés et encouragés par les colons hollandais de la rivière Hudson. Est-ce que tu as des choses à préciser là-dessus? Ben, les Hollandais, les Anglais, les Français, ça s'échange, on va dire que ça s'échange le territoire
au plus fort la poche. Expression québécoise, au plus fort la poche. Ça veut dire quoi, ça, au plus fort la poche? Ah, ça veut dire que le meilleur gagne, on va dire ça comme ça. D'accord, ça marche. Et donc, Mais oui, il y a beaucoup d'échanges de territoires, de forts aussi. Les forts qui sont construits, bon ben, ouais, il change de main, ça arrive rapidement. ils changent de main, ouais. Mais du coup, on peut presque parler de guerre par proxy, déjà à l'époque. Euh, oui, parce qu'en fait, c'est beaucoup les Amérindiens qui se font la guerre entre eux, là. D'accord. Ouais. Et on évoquait tout à l'heure, là, avant l'émission, le rôle des jésuites là-dedans. Parce que, effectivement, l'histoire de l'encyclopédie canadienne nous dit qu'une partie des jésuites voyaient d'un mauvais œil que les Français arment les Mohawks et les Algonquins. Tu veux dire les Hurons? Les Hurons, pardon, et les Algonquins. Les Mohawks étaient armés par les autres en face. Ouais. Et, Euh, et justement, ouais, alors, comme. tu me disais quelque chose à ce sujet-là. Ouais, ben dans le fond, le cas des Jésuites est particulier parce qu'on a un homme très connu, nous, au Québec, mais qui l'est de moins en moins, mais Saint-Jean de Brébeuf. Ouais. Saint-Jean de Brébeuf, qui était un jésuite né en France, en Normandie, qui a passé environ 30 ans de sa vie avec les Hurons de l'actuel Ontario. Puis ce jésuite-là, il servait d'intermédiaire souvent entre les Français, les autres jésuites et la tribu Huronne, qu'il considérait comme un des leurs, en fait. Il avait même donné un surnom Huron. Fait que quand il y avait des conflits entre les deux, lui, il servait de médiateur, on va dire. Et est-ce que, enfin, il servait de médiateur, mais quelle est l'importance de cette médiation? J'imagine qu'elle est assez cruciale, non? Ben, même juste au niveau de la langue, parce qu'on va se le dire, c'est pas tous les colons français, ni tous les officiers français qui parlent le Huron. Déjà juste au niveau de la communication, mais c'est qu'il fallait une personne de confiance des deux côtés aussi. Oui, oui, voilà, il fallait que Saint-Jean de Brébeuf ait à la fois la confiance des Français et à la fois la confiance de ses interlocuteurs Hurons. Et du coup, alors, puisqu'on en a parlé de Saint-Jean de Brébeuf, il a quand même une importance aussi avec les explorations de Champlain. On sait s'ils rencontrent Champlain, ils ont des relations tous les deux? Je pourrais pas dire, vu que Saint-Jean-de-Brébeuf, lui, est vraiment plus dans le territoire à l'ouest. Ouais. Puis Champlain est plus centré sur la ville de Québec et les alentours. Parce qu'a priori, donc, il y a une alliance avec les Hurons, donc, qui a plusieurs avantages, notamment faciliter l'exploration à l'intérieur du pays, établir des postes de colonisation dans le bassin du Saint-Laurent, et l'évangélisation. Hein. Oui. Ce qui est extrêmement important, bien sûr. Et la contrepartie, a priori, de ce qu'on nous dit, c'est que en s'unissant aux Hurons, les Français s'engageaient à les soutenir militairement contre les Iroquois. Oui, qui sont parce que déjà, les Hurons et les Iroquois sont en guerre. Voilà. Avant même l'alliance. Ouais. On nous dit que c'est quand même c'est leurs ennemis héréditaires. Tu aurais des précisions peut-être? Pourquoi se font-ils la guerre? Ça remonte à la nuit des temps, ils se disputent le territoire? C'est plus un truc de territoire, vu que les Hurons occupent la partie nord, pas la partie nord de l'Ontario, mais en Ontario, la partie nord, on va dire, du pays découvert, puis que les tribus iroquoises, eux, essayent de monter depuis très longtemps. Donc, quand tu dis la partie découvert, est-ce que on parle de la région autour d'Ottawa, c'est ça? Oui. Entre Ottawa et... Il y a une rivière, je me souviens plus. Oui, c'est la... comment s'appelle-t-elle? Je suis en train de chercher le nom, là. Bon sang. La rivière des Outaouais? Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Parce que là, on a le grand parc. À l'heure actuelle, ça s'appelle le parc provincial algonquin. Je suppose que
C'était un peu l'ère géographique des Hurons de l'époque. Mhm. Et les Iroquois, eux, sont plutôt situés de l'autre côté des lacs. Oui, ben on va dire, les Iroquois ont toujours été, on va dire, américains. Oui, mais c'est ça. Si on C'est divise avec le territoire d'aujourd'hui, là, pour donner une référence aux gens, là, je veux dire, les Iroquois n'ont jamais été sur le territoire du Québec et du Canada. ouais, Ça, faut que les gens comprennent. Et puis, on a cette espèce de passage de terre entre le lac Erie, le lac Ontario et le lac Huron. Et Mhm. c'était là la zone de combat au final. Oui, Hein. c'était là la ligne de dispute, en fait. Ouais, entre l'actuel Détroit et Toronto et Ottawa, quoi. Mhm. Puis, euh, juste pour petite Ouais, ouais. précision, quand je dis qu'ils ont jamais été sur le territoire canadien, bon, c'est juste que avec les frontières actuellement dessinées, Ouais. mais à cette époque-là, c'était pas découpé comme ça. Oh, c'est évident. On s'entend. Je pense que tout le monde en a conscience. Ah, mais j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui en a conscience parce qu'il y a encore du monde qui disent que une ville comme Montréal est un territoire non cédé, ce qui est total, c'est Ah. ridicule. Ah oui, alors. Ouais. Oui, alors, il va falloir expliquer beaucoup de choses là, si on commence à rentrer sur les territoires non cédés. Ah oui, là c'est Alors tu l'as lâché, maintenant faut que t'expliques. Hein. oui, bon ben en fait Montréal est une île pour ceux qui ne savent pas. Euh, Oui. et est considéré comme beaucoup d'activistes comme étant un territoire iroquois, Mohawk, non cédé. Ce qui est un peu ridicule parce que, de un, les Mohawks n'étaient pas sur le territoire Mhm. à l'époque de la colonisation ni de la fondation de la ville de Montréal, Ouais. de un. De deux, c'est quand il y a eu les premières expéditions, quand on a découvert l'île de Montréal, il y aurait eu, puis ça c'est encore dépendamment des sources, là, mais il y Mhm. aurait eu un campement euh, avec une tribu amérindienne qui était là, mais qui n'était pas les Mohawks, Ah. mais c'était une tribu qui parlait l'iroquoien. Oui, ce qui est logique en fait, puisque c'était une grande Oui, oui. confédération. Mais Oui, ça aurait même été plus logique que ce soit des Algonquins en fait. oui à la limite, mais là, on parle de un campement. C'est un campement temporaire en plus, qui c'était Ouais. pas un village établi depuis bien longtemps, là, c'était vraiment un truc temporaire. Ouais. Quand on y est retourné des années plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait absolument rien là. Donc, on pense vraiment que c'est temporaire. Ils ont démonté, ils sont repartis, puis Mais ça serait, ça a ça, été peut-être un camp pour l'hiver ou. ça serait une vision moderne enfin voilà. La modernité se mêle un peu de l'histoire en disant voilà, c'est non cédé, gna gna gna. Bon, ok, on a compris. Mais même archéologiquement, je veux dire, quand on a. Je veux dire, quand quelqu'un s'implante à un endroit, tu retrouves des outils, tu retrouves que, tu sais, Hmm. un minimum, quelque Hmm. chose une trace Bien des sûr. peuples qui ont été là. Ouais. Là, on trouve absolument rien. Donc, D'accord. Bon, voilà. non, Voilà, non, Montréal n'est pas un territoire constaté. voilà. Hein, vous nous enverrez des lettres d'insultes, y a pas de problème. Alors, Ah, je comprends. alors on nous dit alors donc que une des conséquences des guerres iroquoises, hein, c'est la dispersion de plusieurs Premières Nations. Mhm. La politique des Sénécas est de déloger les Hurons, qui les laissent libres de piller les peuples chasseurs du Nord. Leurs raids contre les villages Hurons commencent dès 1642 et atteignent leur apogée en 1649, lorsque plus de 1000 Mohawks et Sénécas s'attaquent à deux villages importants. Des groupes Ouais. de Hurons résistent en se réfugiant sur une île voisine, mais sont forcés de se disperser. Certains fuient vers Québec, Oui. alors que d'autres vont grossir les rangs des neutres. Donc il y a des nations plutôt neutres, qui sont eux-mêmes défaits en 1651. Et à l'hiver 1649-1650, les Haudenosaunee prennent pour cible les Nipissing et les Pétuns. Alors ceux-là, je les connais pas. Les pétins. Les Pétuns. C'est quoi? C'est les Nipissing, ils sont plus à l'ouest, si je me rappelle bien, les Nipissing. Je crois que oui. Puis là, on parle dans ces dates-là, là, on parle de la fin la fin. Euh,
dans les termes d'aujourd'hui, on pourrait même dire un génocide du peuple Huron. Ouais. Là, on parle de quelques centaines d'Hurons qui réussissent à se rendre jusqu'à Québec. Ah oui, d'accord. Avec l'aide des Français, parce que oui, il y avait des Français qui restaient aussi avec le Huron. Ouais. Quand Saint-Jean-de-Brébeuf est capturé, torturé, martyrisé. Voilà, voilà. Alors c'est justement sur ça que je voulais revenir, parce qu'on est, Ah ben oui. on est à cette... Non, mais tu fais bien de le faire. On est à cette période, parce que il va être martyrisé en 1593, selon... Donc il est martyrisé un peu avant. Non. Ah non, il est martyrisé en 1649. 16. Je dis une Oui, c'est ça. connerie, c'est sa date de naissance, n'importe quoi. Oui. Donc ouais, voilà, on est bien sur cette période donc de la fuite des Hurons, et c'est lors de la fuite qu'il est capturé, c'est ça? C'est lors de l'attaque du village dans lequel que lui il se trouvait, D'accord. avec les quelques... Les sources sont pas sûres concernant le nombre de Hurons qui se trouvent sur le village. Il y en a qui disent jusqu'à 20 000, ce qui serait... Non, c'est c'est pas presque logique. impossible de C'est pas penser. logique. Ouais. Mais on parle de quelques milliers d'individus, ce qui est quand même c'est énorme là, Oui, pour cette pour un population-là. seul village. Ouais, Ouais. ouais. Mais c'est vrai qu'on a du mal à envisager un village indien, enfin amérindien. Est-ce que tu as des précisions à nous donner d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des forts, etc. Mais c'est quoi un village amérindien à cette époque-là? On a toujours l'image des westerns à la con avec les tipis, etc. Mais c'est pas ça. Mais ça, c'est le fameux tipi, c'est très américain, Ouais, voilà. sud-ouest. Ouais. C'est pas de quoi que nous on a ici. C'est tout ce qui est Huron, Algonquin, eux c'est des maisons longues qu'on appelle. Ouais. Donc c'est des maisons d'environ, si je me trompe pas, c'est peut-être une trentaine de mètres de long. C'est fait en peau la plupart du temps. Ouais. Mélange peau, bois, écorce. Puis c'est plusieurs familles qui vivent dans la même maison longue. Et est-ce que c'est comme pour les Celtes, est-ce qu'en termes d'archéologie, on retrouve les fameux trous de poteaux? Ah, ça, je pourrais pas dire par contre. Tu vois ce que Non. je veux dire? Ça me vient là, j'ai pas cherché. Parce qu'en termes d'archéo, j'imagine qu'on arrive à... Enfin, je suppose qu'il y a eu des campagnes de fouilles, et ils ont retrouvé les emplacements des villages amérindiens, non? On en retrouve des traces d'occupation amérindienne, mais comment je peux dire, la plupart du temps, les Français les voyaient de yeux. Tu sais, il n'y avait pas besoin de faire de l'archéologie, c'est qu'ils Oui, ok. les voyaient ou ils vivaient avec eux, fait qu'ils ont été capables de rapporter Ouais, d'accord. comment ils ont construit. C'est de la source bibliographique Oui. d'époque, d'accord. Et donc, est-ce que toi, tu as des précisions sur un semblant d'organisation de ces établissements? C'était quoi? C'était un groupe de maisons longues? Il n'y avait pas d'agriculture, si je me rappelle bien. C'était un groupe de maisons longues, c'était chasseurs-cueilleurs. Voilà. Il y avait l'agriculture qu'il y avait, c'était si je me trompe pas, il y avait du maïs, puis c'est à peu près tout. Mais c'était chasseurs-cueilleurs Ouais, c'est ça. Hein. comme mode de vie, ouais. Donc on peut imaginer tout un tas d'endroits pour faire de la tannerie, transformer les animaux Ouais. en différentes choses. Ah, tu sais, il n'y avait pas de labourage qui se donnait, il n'y a pas Ouais, de voilà. défrichage, rien. Il n'y avait pas l'enclos avec les bestiaux, etc. Ils n'avaient pas non. des grands élevages d'orignaux. Non mais voilà, enfin, c'est important je pense aussi de donner un peu une vision en fait, de ça, parce que c'est vrai que ce soit en termes de films, en termes même de documentaires, j'ai jamais vu de documentaire où on nous présente la vie en fait que pouvaient avoir les Hurons à ce moment-là, par exemple. C'est vrai. Alors donc Saint-Jean-de-Brébeuf se fait capturer par les Iroquois euh, qui vont lui faire quelque chose de tout à fait odieux. Tu veux en parler? Oui, c'est un épisode, c'est assez brutal, assez violent. Ça va être le premier à être martyrisé parce qu'il est capturé avec d'autres jésuites aussi. Oui. Saint-Jean-de-Brébeuf, qui physionomiquement, c'est un colosse. C'est
Ouais. Un énorme monsieur. Euh, bon, on va tout lui faire arrachage des ongles traditionnel. Pour ceux qui savent pas comment ça se fait, c'est avec les dents. Ça veut dire que quelqu'un est mandaté dans la tribu pour arracher les ongles des mains au supplicié. D'accord. On a le supplice du collier. Ça, c'est Ah, ouais. ouais, le fameux supplice du collier. C'est des manches, pas les manches de hache, mais la tête des haches qui est chauffée à blanc, qui sont attachées avec une corde pour faire comme un collier et qui est déposée sur la peau du supplicié. Ça veut Ouais. dire que Et on lui verse de l'eau bouillante sur la tête pour parodier le baptême. oui. Ensuite, il y a l'écorchage. Ça veut dire qu'il va être écorché vif. Euh, Sa peau au complet. Je veux dire, il y a rien qu'on n'y fait pas faire. Et pendant tout ce temps, c'est décrit. Et comment je peux le dire? Il y a même une forme de respect chez ceux qui font subir Le le supplice. martyr le supplice à Saint-Jean-de-Brébeuf. C'est tout le long, il reste calme, il ne crie pas, il ne se débat pas. Il essaie même de comment dire, de continuer de convertir ses suppliciés et de rassurer les autres personnes avec qui ils sont, qui ils se trouvent. C'est vrai que Ce qui est le témoignage est assez poignant. Alors c'est un certain Christophe Regnault qui va retranscrire l'épisode. Le père de Brébeuf avait les jambes, les cuisses et les bras tout décharnés jusqu'aux os. J'ai vu et touché quantité de grosses ampoules qu'il avait en plusieurs endroits de son corps. De l'eau bouillante de ces barbares lui avait versé en dérision du saint baptême. J'ai vu et touché la plaie d'une ceinture d'écorce toute pleine de poids et de résine qui grilla tout son corps. J'ai vu et touché les brûlures du collier des haches qu'on lui avait mis sur les épaules et sur l'estomac. J'ai vu et touché ses deux lèvres qu'on lui avait coupées à cause qu'il parlait toujours de Dieu pendant qu'on le faisait souffrir. J'ai vu et touché tous les endroits de son corps qui avaient reçu plus de 200 coups de bâton. J'ai vu et touché le dessus de sa tête écorchée. J'ai vu et touché l'ouverture que ces barbares lui firent pour lui arracher le cœur. J'ai vu et touché toutes les plaies de son corps comme les sauvages nous l'avaient dit et assuré. Voilà. C'est donc, voilà. j'espère qu'on n'a pas terni le mood, comme on dit, qu'on n'a pas. Non, mais c'est vrai qu'il est important de bien faire comprendre que déjà, alors ce n'est pas du tout pour vilipender les Amérindiens que je tiens en respect personnellement, mais c'est vrai que voilà, leurs mœurs étaient totalement différentes des nôtres. Mhm. Ça nous paraît extrêmement barbare, euh, mais enfin, je lisais, alors c'est une petite digression, mais je lisais quelque chose sur, pas plus tard qu'hier soir, sur les Mycéniens et les Minoens, et tout Européens qu'ils étaient, ils avaient des pratiques tout aussi barbares. Hein. Donc Mhm. voilà, ce n'est pas comment dire, une exclusivité amérindienne, que ce soit clair. Non, non, vraiment pas, mais c'est qu'on a souvent l'espèce de mythe rousseauiste du bon Oui, sauvage, tout à comme fait, tout à fait. D'ailleurs, vous parlez des mœurs sauvages. Je vous rappelle que sur le même continent, à quelques enclavures plus bas, on avait les Aztèques qui, eux, étaient loin d'être des loups. Tu vois, à côté, les Hurons et tout ça, c'était des enfants de cœur. Hein. Et Absolument. c'est pas peu dire. ah oui. Oh, je pense que c'était en réalité c'était assez similaire. Euh, Oui, oui. les motivations étaient peut-être un peu différentes, mais globalement, voilà. Donc cet épisode triste fera que Jean de Brébeuf sera canonisé dans les années 30, si je me rappelle, en 1930 il me semble. Ouais. C'est pour ça Euh, qu'on dit Saint-Jean de Brébeuf. Il y a des écoles à son nom. ah oui, c'est vrai que... Mais Oui, 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 c'est un personnage, par contre, qui est malheureusement oublié dans notre histoire, comme beaucoup de nos personnages historiques. bah, c'est vrai On n'en fait que pas la vu l'élan dans le monde occidental pour comment dirais-je, expurger la foi catholique,
bah, on a tendance à faire oublier aux populations c'est les personnages comme Saint-Jean de Brébeuf, tout simplement. Surtout que tout le long de sa vie, non seulement son martyr, bon, horrible, la fin de sa vie, mais tout au long de sa vie, c'est une personne, on peut rien reprocher Ouais, à Jean de Brébeuf tout au long de sa vie. mm, Euh, c'est il ne clair. fait que du bien et bon, pour que même les Amérindiens le considèrent comme un des leurs, j'imagine que Oui, c'est pas n'importe ça quoi. devait- Mais d'ailleurs, euh, on peut même lire dans l'Encyclopédie du Canada la chose suivante, ces lettres aux supérieurs de la Compagnie de Jésus restent des modèles de clarté, de composition et de sagesse pratique, mais on ne trouve pas chez lui de ses conceptions hardies à la manière de l'allemand ou de ses initiatives toujours rebondissantes à la manière de Lejeune. Brébeuf se distingue plutôt par un bon sens très robuste, par une sorte d'empirisme surnaturel. Il unit toujours en ses entreprises prudence humaine et sagesse d'en haut. Ses dons magnifiques restent ceux du cœur et de la volonté. Il n'y a point de petitesse en cet homme, point de mesquinerie. On chercherait en vain dans ses écrits l'indice d'une rancœur, d'un jugement amer, d'une jalousie secrète. Sa douceur résiste à tous les mépris, l'audace qui signe quelques-unes de ses démarches est moins un trait de son caractère qu'une forme de zèle apostolique. Deux extrêmes s'harmonisent en lui, d'une part l'homme réaliste, ami de la tradition, qui apparaît dans l'économe de collège, l'organisateur de mission, l'humble religieux, et d'autre part l'apôtre ardent, énergique, s'offrant à tous les martyrs et à toutes les folies de la croix. Tel fut celui qu'on a surnommé le géant des missions huronnes et, plus récemment, l'apôtre au cœur mangé. C'est c'est rare qu'on écrive aussi bien sur un homme d'église par les Ah temps oui, qui courent. ouais, vraiment, vraiment. Je peux vous recommander une lecture que moi j'ai chez moi. C'est Les écrits en Huronie de Jean de Brébeuf. Il y a eu une compilation de ses écrits. Ah oui, Euh, Vous pouvez trouver ça pour le monde au Québec, que ce soit Renaud Bré ou n'importe où, là, vous l'avez. d'accord, C'est environ, c'est 350 pages environ. très bien. Donc là, on est en 1649, hein, si je me rappelle bien, c'est ça. Oui, oui. J'ai un mal de chien avec les dates en ce moment, je sais pas pourquoi. Ça force de naviguer entre l'Antiquité et les histoires de Nouvelle-France. Donc, après cet épisode, euh, on est bien sur la destruction des Hurons. Oui. Et donc, les Haudenosaunee vont s'en prendre aux Mohicans, aux Sokokis et aux Abénakis. Alors, les Abénakis, on sait qu'ils sont plus proches de Québec, hein, si je me rappelle bien. Le territoire de l'actuel Québec. Ouais. Et ils vont également s'affairer entre Tadoussac à l'est et au nord au lac Mistassini. Ça te parle? Le lac Mistassini, je vois pas où il est. C'était le plus au nord un peu. D'accord. Pour quelle raison en fait? C'est toujours la même histoire, hein. Ils remontent là-haut pour gagner du territoire, des territoires de chasse, etc. Mhm. Puis bon, ben, j'imagine que depuis le temps, il y a comme une espèce de chicane de clocher perpétuelle entre les Ouais, différentes nations qui perdurent. Mais comme on a déjà précisé, nous, quand on arrive, il y a déjà des guerres internes. Fait que encore aujourd'hui, on ne comprend pas exactement, parfaitement, pourquoi il y avait des guerres entre chacune des tribus. mais est-ce que par exemple, un Saint-Jean de Brébeuf ou un autre missionnaire aurait fait une recension ou une relation de de ces désaccords entre tribus, ou est-ce que, bon, bah non, malheureusement, on ne sait pas du tout, quoi. Sûrement, oui. Là, ça fait loin à aller chercher. Là. Comme j'ai Hmm. dit, j'ai le livre. Peut-être qu'il en parle plus en profondeur. Ouais, faudra qu'on regarde Des, ça. Mais je veux dire, les nations algonquines ne sont pas dans un bloc monolithique non plus. Je veux Oui, dire, c'est vrai. les cris qui se trouvent sur le territoire actuel de la baie James, je veux dire, ont peut-être probablement jamais eu de contact avec ceux de la Gaspésie, Oui, les et tribus oui. de la Gaspésie. Fait que, tu sais, Mais c'est vrai, après, c'est vrai, on l'a précisé tout à l'heure, les, euh, les distances sont longues et tout le monde
Enfin, j'imagine qu'une tribu doit rayonner peut-être à 50 km autour de son campement principal, Ouais. mais ça sert à rien d'aller bien plus loin au final. Je sais qu'il y a des rencontres, par contre, il y a des rencontres on va dire des sommets là, Oui, voilà, de ouais. tribus, mais sinon, comme je dis, tu sais, un cri de la baie James, puis un Inuit du nord du Québec, ils font partie du même territoire actuellement, mais Oui. autre ça. Ils n'avaient pas de raison de se rencontrer plus que ça. Alors en 1653, ils sont bloqués par les Ériés et les Susquehannock qui vont se défendre farouchement. Et donc les Haudenosaunee décident de faire une première paix avec les Français. Mais ça continue. Hein. Ça continue, retour des hostilités en 1659. Et il me semble que c'est voilà, quelques années plus tard que va arriver le régiment de Carignan-Salière. Ouais. Qui est- Oui. Oui, juste pour dire, là, on rentre dans une date encore aussi importante, 1659, début des euh, re-hostilités, si Oui. on veut. Retour des hostilités, oui. Retour des hostilités. Puis 1660, on va avoir le fameux, le grand Adam Dollard des Ormeaux. Ah, Donc, mais on oui, va parler. c'est vrai, mais il faut absolument Oui, qu'on en parle. Eh ben, si t'es chaud, vas-y, lance-toi. d'accord. Adam Dollard des Ormeaux euh, est né en France, à Lonceau. Je connais pas très bien la France, mais si je vois Lonceau, c'est nord de Paris environ, là, dans les alentours. Oh. Euh, oui, vas-y, vas-y. Non, alors, je voulais juste préciser parce que, étant donné ton accent québécois, je vais le redire en français. C'est Ah oui? Adam, Ah non, c'est bon, c'est bon. c'est Adam Dollar des Ormeaux. Pour ceux qui voudraient le chercher, Adam Dollar des Ormeaux. D-O-2-L-A-R-D. J'avoue que dollar, Dollar. le monde va racheter des hauts à des endroits qui n'ont Mais pas lieu d'être. Parce que, parce que, en fait, si vous regardez sa fiche wiki, certains historiens estiment que c'était peut-être Dola, D-A-U-L-A-T, Oui, oui. ou Dolac. Euh, et donc, oui, voilà, certainement qu'à un moment donné, l'accent et tout un tas de choses faisant que ça se transforme. J'ai envie de dire, c'est un peu comme Jeanne d'Arc. Oui, Le nom d'Arc, on n'est plus sûr aujourd'hui. Ça aurait oh, pu être Des, ça aurait pu être bon. Ben, absolument. Absolument. Donc je t'ai coupé. Donc il ouais. naît a priori aux alentours de 1635 à Ormeaux. Et Oui, donc, tu vas nous parler de la bataille de Lonceau. oui. La bataille de Lonceau. Bon, il y a comment je peux dire? Il y a des conflits concernant la version officielle Ouais. de Lonceau. Ce qu'on sait, c'est que il y a une expédition qui arrive de l'ouest, une expédition qui remplie de pots, qui ça fait 2 ans qu'ils sont partis. C'est considérable. Fait que c'est considérable. Je me souviens plus exactement, mais je pense qu'en argent d'aujourd'hui, on parlerait d'environ 2 millions. Oui. 2 millions de dollars, la valeur du convoi. Euh, les Iroquois, eux, cherchent à s'emparer de Du chargement. ce- du chargement, oui. Et Dollard des Ormeaux, avec un groupe d'hommes, décide de partir de Montréal Mhm. pour aller à la rencontre du convoi. Hmm. Euh, à Lonceau, le- le lieu de la bataille, ils sont dans un fort, puis ils sont assiégés par les Iroquois. Ouais. Euh, Là, on parle de 1660. Il y aurait environ, selon les sources, entre 500 et 700 Iroquois contre eux, ils sont 17 Français. Voilà. Avec dollars, ce qui est... Bon, déjà là, 700 contre 17, 44 Hurons, les alliés Hurons, Ouais. puis 4 Algonquins.
Par contre, juste avant la bataille, il y a certains Hurons et Algonquins qui vont déserter. Donc, au final, je pense qu'ils se retrouvent une trentaine pour défendre le lieu de Lonceau. On peut pas vraiment les blâmer, les déserteurs, hein, franchement. Ben, bon, et quand tu te retrouves à 60 contre 700, oui, oui. Il y a un pragmatisme tout à fait amérindien, peut-être, qui va jouer là. Ah, tu te dis, bon, même si on est bon, Ah, même si on est fort, même si on est rapide, t'as plutôt intérêt à mourir pendant la bataille, sinon tu vas finir Ouais. très mal. Alors Oui. continue, je t'en prie. Donc, ça dure un certain temps, et l'issue de la bataille, en fait, Dollard des Ormeaux aurait allumé un baril de poudre, Voilà. puis il l'aurait fait exploser pour repousser les Iroquois, mais ça lui aurait pété aussi à la gueule. Ça veut dire qu'il a tué beaucoup d'Iroquois, mais s'est tué lui-même aussi. Euh, donc, il y a des gens qui trouvent ça ridicule, mais en même temps, tu te dis, c'est un geste désespéré. Ouais, tout Quand tu te simplement. retrouves à 17 contre 700, bon, les, les, les cartes sont jouées, comme on dit. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voudrais ajouter? Ben, le personnage de Dollard des Ormeaux, il est controversé. Il est controversé parce que pour certaines personnes, ça représente le méchant français contre les bons Amérindiens. Ah oui, ok. Certaines personnes. Puis pour d'autres, représente le héros canadien-français, même s'il était français, mais je veux dire, Oui, au péril de sa vie. pour sauver la ville de Montréal, parce que qu'est-ce qu'on sait? Suite à cette bataille-là, les Iroquois décident de ne pas aller attaquer Montréal. Ça, Ouais. c'est quand même très important. C'est-à-dire que sans ce geste-là, Montréal n'existerait pas. Bon, à voir l'état de Montréal aujourd'hui, Non. il aurait peut-être mieux fait de... Non, mais Non mais on fait des moi, blagues, on fait des blagues. oui, Mais on c'est a c'est le extrêmement droit. important parce que la ville de Montréal a commencé, c'est une petite colonie là, au début, Oui, tout à fait. Ville-Marie. Donc, C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y avait un réel péril, hein, de toute façon. C'était évident. oui, oui. Mais avec ça, finalement, comme je dis, les Iroquois ont décidé de rebrousser chemin, de ne pas continuer d'attaquer, et la cargaison de peau a pu arriver à Montréal. Ouais. Alors Tu sais, son, on nous dit, Ah, vas-y. on nous dit 200 000 livres de l'époque, c'est considérable, hein. Ce que tu Ouais, disais tout à l'heure. j'ai dit combien? J'ai dit 2 millions Ouais, aujourd'hui, ouais, mais c'est ça. je sais C'est pas. 60 canaux, après, d'après ce qu'on nous dit. Mais 60 canaux, enfin, c'est un truc de C'est fou. énorme. Et donc, ouais, pardon, je t'ai coupé, tu t'allais dire. Euh, je sais plus qu'est-ce que j'allais dire. Ah, sûrement que, ben, sans ce geste-là qu'il a décidé de poser, la ville de Montréal n'aurait pas existé, puis ça aurait peut-être remis en cause euh, la colonisation au complet du territoire du Canada. Parce que quoi, Je il serait remonté à Québec, carrément? Ben, une fois que une fois qu'il aurait eu détruit Montréal ou qu'il se serait emparé je veux dire, la seule grosse ville, entre parenthèses, la seule grosse colonie qui restait, c'était Québec, Ouais. sur Et- tout le territoire. Parce que Donc, Trois-Rivières, à l'époque, c'est juste un petit poste, quoi. ben, Trois-Rivières, la Prairie, la Chine, Ouais, ces coins-là, c'est c'est pas gros. d'accord. Et donc, effectivement, à la suite de la bataille de Lonceau, donc en 1665, Louis XIV va consentir à envoyer le fameux régiment de Carignan-Salière. Ouais. Voilà. Ah, ça, c'est ton régiment, c'est ton. Oh, c'est pas mon régiment. Je ne suis pas le marquis Henri de Chastelard de Salière, hein, loin de là. Même si je m'affuble du rôle de colonel. Euh, c'est un régiment que j'ai souvent regardé parce que, en termes de sculpture, j'ai toujours voulu sculpter
des soldats de cette période-là. Bon, d'autres en ont fait peut-être même avec brio, mais c'est vrai que l'équipement du régiment de Carignan-Salière est intéressant parce que on a là des arquebusiers, euh, on a des gens en fait qui sont des troupes de ligne qui vont arriver sur ce territoire qui est un territoire euh, dans lequel on fait le coup de feu. C'est c'est pas du tout ce qu'on imagine. Comment dirais-je, on n'est pas sur des grandes batailles en ligne, hein. Et Non, c'est de la guérilla, là. voilà. Et là, d'un coup, on a un régiment de ligne. c'est pas, Ouais. c'est pas rien. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est de, alors ce que nous dit l'histoire du Canada sur le régiment de Carignan-Salière, je suis en train de chercher mes notes et évidemment je les trouve pas. Elle est là. Non mais comme d'hab, hein, en fait, ça correspond à un effectif assez considérable. Le marquis Henri de Chastelard de Salière va fusionner en fait deux régiments, le régiment de Salière avec le régiment d'Emmanuel Philibert de Savoie, prince de Carignan. Du coup, ça s'appelle Carignan-Salière pour cette raison-là. En 1665, il part de Marsal en Lorraine, composé d'environ 1100 hommes. Ils vont traverser la France à pied pour se rendre à La Rochelle et ils vont répartir en fait les compagnies en fait entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. C'est marrant hein, parce que si vous êtes allé sur l'île de Ré et Oléron récemment, moi ça me fait un peu bizarre. Bref. Les soldats sont embarqués entre avril et mai. Hein, ça prend pas 5 minutes, toutes ces affaires-là. Et voilà. Le premier contingent arrive à Québec le 19 juin et le dernier le 14 septembre. Alors, pour déplacer 1100 hommes, hein, ça demande quand même une certaine logistique. Ouais. Les soldats sont placés sous le commandement d'Alexandre de Prouville de Tracy, lieutenant général des Antilles et de la Nouvelle-France. Il arrive aux Antilles avec 4 de ses propres compagnies, environ 200 hommes, le 30 juin. La première mission du régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France est de construire une série de forts le long de la rivière Richelieu pour verrouiller la route d'invasion des Iroquois. Les forts Saint-Louis, Richelieu et Sainte-Thérèse sont ainsi érigés à l'automne 1665 et les soldats sont répartis entre les forts et à Québec, Montréal et Trois-Rivières. D'accord ? Donc en 1666, le régiment mène 2 offensives contre les Iroquois. Je peux peut-être faire une pause à ce moment-là. Est-ce que tu aurais des précisions à donner, Alexandre, peut-être sur les offensives qu'ils vont mener, ou est-ce qu'on a des écrits particuliers non? Je t'ai perdu, Alexandre. Allô? Ah oui, excusez. Ah, C'est mon micro qui ouais, parlait. ouais, je me suis dit, là, ça a coupé. Je- par rapport à la première campagne en 1666 du régiment Carignan-Salière, est-ce qu'on a des précisions particulières de ton point de vue à toi? Non, pas moi. Je vais t'avouer que le régiment Carignan-Salière, je ne connais pas tant que ça. D'accord, d'accord. Comme je vais te dire, c'est ton régiment, C'est ton rayon. ça c'est ton département. Ouais. Donc au cours de l'hiver, en fait, entre 500 et 600 soldats volontaires et alliés amérindiens se rendent, parce que bien évidemment le régiment est mis en place, mais il y a quand même une constitution des milices provinciales, hein, ça commence déjà. Il y a bien sûr des alliés, alors j'imagine que le peu de Hurons qui restent, mais il doit y avoir aussi des Algonquins qui vont se lier. Et ils commencent à mener des offensives sur le territoire iroquois. Mais ça n'avance pas beaucoup. Il y a une soixantaine d'hommes périssent du froid et par manque de vivres en réalité. Hein, parce qu'on est bien sur des conditions assez extrêmes. Et les soldats français qui mènent ces campagnes-là n'y sont pas vraiment habitués encore. Hein. Non. À l'automne, il y a une seconde. Tu allais dire?
Ah non, non, mais Ouais. je veux dire, on s'entend se battre en rangée en France, puis débarquer en Nouvelle-France, puis Ouais. un minimum d'adaptation. Et enfin, moi ça me fait sourire parce qu'au cours de l'hiver, on envoie une offensive. C'est complètement débile, Ouais, clairement. ouais, on va se le dire, oui. Oui. Il faut quand même, enfin bon, quand même. À l'automne, il y a une seconde expédition euh, qui permet à 600 soldats accompagnés de volontaires et d'Amérindiens d'atteindre le village des Agnés. Avertis de l'arrivée des troupes françaises, ceux-ci désertent leur village et les soldats incendient les villages. Sans remporter une victoire décisive sur les Iroquois, on arrive tout de même à démontrer la supériorité militaire française. Bon, c'est pas très très difficile. Cette attaque combinée aux épidémies de petites véroles et de scarlatine conduisent les Agnés à une paix avec les Français en 1667. Et en 68, on rapatrie Carignan-Salière en France. Ouais. D'accord. Et, euh, et donc là, on nous dit que, désireux de promouvoir le peuplement de la colonie, le roi offre des terres aux soldats et aux officiers qui souhaitent s'y établir. Et là, c'est intéressant. Parce que c'est aussi une des grandes sources de peuplement de la Nouvelle-France, ce sont les soldats. Hein. Oui, il faut quelqu'un pour assurer la protection du territoire. Euh, Est-ce quoi que... de mieux c'est un incitatif, disons. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as, une estimation? Parce que bon, tout, personne ne le sait, je suppose, mais je porte ma tuque rouge à longueur d'hiver. Je dois être le seul dans ma région à porter une tuque. Tout le monde rigole en voyant mon bonnet un peu long qui me fait ressembler au grand Schtroumpf. Mais si je me rappelle bien, les tuques de couleur étaient les insignes des milices, c'est ça, hein? Ouais. Alors rouge c'est Québec, Euh, vert c'est Trois-Rivières et bleu Trois-Rivières. c'est Montréal, c'est ça, hein? Bleu, c'est Montréal, ouais. Et à cette époque-là, en fait, enfin et plus tard, est-ce que tu as une estimation du nombre de miliciens ou de l'engagement? Est-ce que tout le monde était plus ou moins milicien? Ça tournait? Comment ça se passe? Tu sais un peu? Euh, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. La seule chose que je peux dire, parce que moi j'ai fait des recherches par rapport à ma famille. Oui, bien sûr. Moi, c'est du côté des Pelletiers. Ouais. Euh, quand les Américains ont attaqué, ben les Américains, bon. Ouais. Traduit pour nos auditeurs, s'il te plaît. Oui, quand les Anglais du territoire de la colonie britannique, du Voilà. territoire d'Amérique du Nord, attaquent, moi j'ai des ancêtres qui ont participé à la défense euh, de l'Apocatière. Je me souviens pas de la date, en fait, exactement. Mais c'est même le curé de la paroisse qui avait organisé les défenses de la ville. Oui. Ben, je dis la ville de l'Apocatière, mais c'était aux alentours de l'Apocatière. Mhm. Mais bref, donc c'est le curé qui organise les défenses, puis c'est une partie de la population qui se porte volontaire pour défendre le territoire. Ouais, donc on peut bien estimer que tout le monde avait forcément, comment dirais-je, un, un- comment, un engagement dans les milices de cette époque-là. Ben, les hommes en âge de pouvoir défendre la colonie le faisaient. Hmm, C'est ce que je crois. c'est ce que je pense aussi. Alors peut-être que, alors, comme on est arrivé un petit peu au bout de cet épisode, puisque finalement 1668, ça s'est calmé, et puis on arrive à la paix. Parce qu'a priori, en fait, en 1675, pardon, les Haudenosaunee assimilent finalement les Susquehannock au sud et partent vers l'ouest, dans la vallée de l'Ohio. Donc bon, ils vont dégager du territoire, et là ils vont s'en prendre a priori aux Illinois et au Miami. Donc ça ne nous concerne plus. Au final, qu'est-ce qu'ils vont faire les Haudenosaunee? Bon, ils vont réussir à vaincre les 5 peuples qui entourent leur territoire, hein, puisqu'on sait que, comme tu nous l'as dit, les Hurons vont être totalement génocidés. Hein.
Euh, Au final, ça va pas leur apporter grand-chose aux Haudenosaunee, finalement, à part de grandes pertes. 1667, donc il y a le traité qui permet aux Français d'étendre leur commerce au nord grâce à Louis Joliet, sur qui je pense qu'il faudra qu'on revienne. Hein. Ils vont traverser les Grands Lacs et se rendre jusqu'à la rivière Mississippi, les Français. Et ça, c'est important, parce que c'est l'autoroute. Ben oui. Et oui, quand même. D'ailleurs, je vous engage à regarder sur la carte, si vous avez l'occasion de regarder une carte de navigation de l'actuel réseau de rivières américain, vous allez être surpris de voir que on part du bas des États-Unis, du tout sud des États-Unis, vous remontez le Mississippi jusqu'au Grand Lac, et tout ça c'est navigable. Et le trafic fluvial est considérable. Je suis allé sur une carte marine où on a les transpondeurs en fait des bateaux. C'est impressionnant le nombre de bateaux qui naviguent. Donc voilà, d'un point de vue stratégique, c'était pas pour rien que les Français arrivent au Mississippi. Ben, puisqu'il n'y a pas de route, le moyen le plus rapide de naviguer, c'est sûr que c'est par l'eau. C'est un impératif. Tout simplement. Et donc, dans le cadre d'un plus grand conflit entre les Français et les Britanniques, les Haudenosaunee attaquent la Chine. Alors, peut-être que là aussi, il va falloir qu'on revienne sur le massacre de la Chine dans un prochain épisode. Et vont intervenir une troupe qui est très chère à mon cœur, qui sont les troupes de la marine. La marine franche. Ouais, les compagnies franches de la marine, bien sûr, qui vont défendre la Chine. Et donc on arrive au traité donc, de 1701 à Montréal, où là en fait les Haudenosaunee vont s'engager à rester neutres dans la guerre entre les Britanniques et les Français. C'est la grande paix de Montréal. Tu veux dire un mot là-dessus peut-être? Non, mais de toute façon on va en parler. Je pense que oui, tout à fait. Alors là, on va laisser la parole à ça fait 1 heure qu'on cause et Castellan, on t'a pas laissé beaucoup la place, mon vieux, je suis désolé. C'était passionnant et fascinant à la fois. J'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, j'aurais une légère question avant d'embrayer à Alexandre. Est-ce que à chaque fois que tu te plonges un peu dans l'histoire de ta contrée, est-ce que tu en apprends toujours un peu, où il y a des choses que tu finis par savoir parce que c'est des choses qui se racontent de famille en famille, etc. Ben j'en apprends toujours. En faisant des recherches sur ma famille, comme je disais plus tôt, j'ai appris des trucs que je ne savais même pas qui s'était passé dans l'histoire de notre pays, comme l'attaque à la Pocatière. Je dis la Pocatière, mais c'est Rivière-Ouelle, c'est juste à côté. Ça fait partie du territoire. Mais dans le fond, quand les Américains, en parenthèse, décident d'attaquer, mais nous, on n'apprend pas ça à l'école, qu'il y a eu une attaque dans notre région. Ah bah oui. C'est pas appris à l'école, puis même, je veux dire, moi, c'est pas mes parents qui l'ont appris, moi, c'est en faisant des recherches sur ma famille que je l'ai su. D'accord. D'accord. Ouais. Et, à tous les jours. À tous les Ah, jours. bah, c'est ça qui est intéressant, les petites histoires qui font la grande histoire, quoi. Mm-hmm. Tout à fait. Alors, mon cher Castellan. Monsieur. Parlons nourriture, parlons français. Gastronomie, s'il vous plaît. Parlons gastronomie. Alors vas-y, on t'écoute. En fait, faut savoir que quand les premiers colons sont arrivés, il y avait, ils n'étaient pas encore tout à fait en lien avec les sauvages, les autochtones, et donc on avait des mets plutôt à l'européenne, à la française, mais au fur et à mesure, notamment au XVIIe siècle, qui est la période dont vous avez beaucoup parlé ce soir. En fait, il y a eu notamment, en fait, ils ont beaucoup pris des produits locaux, alors notamment la sève des arbres, dont la plus connue est celle de l'érable, et ils l'ont rajouté à leur gastronomie, et ça a créé une gastronomie typique de Nouvelle-France, Moins de bruit. dont je vais vous faire assez brièvement. Hein, je vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'on pourrait y passer toute une émission aussi. Hein, mais voilà. Alors,
En fait, la première chose quand on parle de gastronomie, c'est de parler d'agriculture. Or, le froid et la rigueur font que certains mets, certaines denrées sont plus adaptées que d'autres. Aussi, notamment pour ce qui est de la viande, il y a une énorme consommation de porc, puisque c'est la viande qui est fumée dans la cheminée ou qui est gardée dans la saumure. Un narrateur précise qu'en 1636, que dès 1636 d'ailleurs, le lard est une douceur du pays, qu'autrefois on n'osait point espérer. Le lard salé, dans la région montréalaise, on parle même de la gourgane, qui est l'épaule de porc qu'on faisait fumer dans la cheminée. C'est le jambon de l'époque. Pour ce qui est du bœuf, eh ben en fait, le bœuf était gelé et non salé, et c'est pourquoi on l'abattait en décembre. Et voilà. Alors, la viande de cheval, bien sûr, n'est pas consommée, que ce soit d'un côté ou l'autre de l'océan, puisque c'était un animal très important pour beaucoup de choses. On avait des volailles aussi, alors des volailles de basse-cour, bien sûr, qui étaient considérées comme un luxe ou comme un remède, puisqu'on servait des bouillons de volaille aux convalescents. Euh, alors, il y a eu aussi des élevages de dinde, puisque la dinde est aussi un animal américain, que ce soit au nord comme au sud du continent. Le poisson, beaucoup, on en consommait beaucoup, alors notamment la morue, puisque c'était un poisson qui était connu, qui nage en eau froide. L'anguille aussi, l'anguille fumée était un mets particulièrement reconnu par les Laurentiens. L'anguille. Et oui, l'anguille fumée, tout à fait. Oh, c'est génial. Ah ouais, j'ai appris ça. Et tout. Ouais. Et alors après, en ce qui est fruits et légumes, alors les céréales, les fruits et les légumes, il y a eu une acclimatation puisque on a cultivé d'abord ce qu'on a appelé le blé d'Inde, qui n'est autre chose pardon, que le maïs. Ouais. Mais au fur et à mesure sont venues les céréales que nous connaissions, orge, blé, froment, sarrasin, etc. Pour ce qui est des fruits, en fait, beaucoup de prunes, de pommes et de comment ça s'appelle, de poires ont été plantées donc en Nouvelle-France, puisque ce sont des vergers, enfin des arbres fruitiers qui s'acclimatent, notamment la pomme et la poire, assez bien à des climats assez froids et rudes. Et, euh, et en fait, du fait du terrain, du climat et même des divers endroits, parce qu'entre Québec et Montréal, c'est pas tout à fait le même terroir, la même terre, etc. La même roche-mère, pour être précis, que la roche-mère, c'est très important pour donner certains goûts. Et donc, là-bas aussi, ils ont aussi leur variété de légumes, de pommes de terre, de pommiers, etc. Mhm. Et alors, je vais finir brièvement cette brève, comment dire, incise Oui. en parlant de la boisson, puisque même chez eux, c'est important. Et donc, il y a ce qu'on a appelé les liqueurs douces à base de sève, de hêtre, d'érable, etc. Que l'on disait aussi bon que les vins d'Orléans ou de Beaune, ce qui n'est pas peu Ah dire. ouais, quand même. Ah oui, 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 tout à fait. Bon, Et puis, il va falloir qu'on interroge Alexandre sur ça, parce que quand même. il y a ce qu'ils avaient appelé en fait aussi le bouillon, alors qui n'est pas un bouillon comme vous pouvez l'imaginer, mais qui est en fait une liqueur domestique faite avec de la pâte crue levée que l'on cuisait dans un chaudron plein d'eau. Cette pâte ensuite était rassise et séchée et on la jetait gros comme un œuf dans l'eau. Et en fait, le levain en fait faisait fermenter l'eau et ensuite on filtrait et ça faisait comme une sorte de bière ou une sorte de cidre. D'accord. Mais ça se buvait de manière elle était assez fortement alcoolisée. Ou enfin, ça dépendait aussi La fermentation. voilà, du taux de fermentation et tout ça. Alors attends, Et je t'interromps. C'était une bouillie de quoi? Il faisait une alors, bouillie. il faisait une pâte, tu sais, comme du pain, quoi, Oui, mais une avec pâte. beaucoup de. À part, Ah, une pâte à pain.
D'accord. Une pâte à pain, mais avec énormément de. C'était une pâte crue levée, en fait, D'accord. qu'il cuisait en fait dans l'eau. Ouais. Et après, il la faisait sécher et rassir pour la retremper derrière. Et en fait, le levain qui restait, qui était pas cuit, fermentait avec l'eau. Et en fait, il laissait ça tremper, quoi, dans l'eau jusqu'à ce qu'il faisait la boisson. Il filtrait derrière et tout. Et c'était une des boissons assez qu'on vendait d'ailleurs enfin d'ailleurs le Conseil souverain de Nouvelle-France avait fait défense d'en vendre aux Indiens tellement le truc était D'accord. voilà. On faisait aussi du café puisque le café Bah oui, oui, était forcément. assez connu Ouais, des Canadiens. bien sûr. Et bien sûr, j'en viens on va dire à la cerise sur le gâteau. Ouais. C'est les liqueurs enivrantes, puisque tout ce qui était bière, cidre, vin, liqueurs de fruits, etc., les eaux de vie, étaient très appréciés de Nouvelle-France, y compris de certains Indiens, pas tous, parce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de ça. Et Ça on prétend suffit! d'ailleurs, il y a une anecdote comme ça qui est assez drôle, qu'un Indien un peu alcoolique, bah, il cherchait en fait le moindre endroit pour goûter de l'eau de vie, et que il a fini au cachot pendant quelques jours avant qu'on le lâche parce que en fait il était complètement ravagé et que en fait il créait quelques troubles à l'ordre public. D'accord. Voilà, voilà. Et donc là, bon là, je tiens à signaler que je tire toutes ces informations d'un livre Oui, voilà. de Robert Lionel Séguin qui s'appelle l'alimentation en Nouvelle-France, ou plutôt comment c'est, le menu quotidien en Nouvelle-France, voilà. Et D'accord. puisqu'on parle de menu quotidien, eh bien, je vais vous parler du potage au lait et à l'oignon, Mhm. euh, qui est apparemment un mets que l'on faisait à la table en Nouvelle-France. D'accord. Donc, il vous faut 2 litres de lait, du sel et du poivre, 75 mg de beurre et 6 oignons. Et en fait, dans une casserole, vous faites assaisonner le lait dans du feu modéré sans le faire bouillir. Ouais. Et entre-temps, en fait, faut trancher les oignons en émincés, puis Mhm. les dorer au beurre, et enfin, vous les intégrez au lait, et vous rectifiez l'assaisonnement, et vous laissez mijoter 10 minutes. D'accord. Et vous avez le plat du potage. C'est Voilà. une soupe à l'oignon au lait. Au lait de Une vache? soupe à l'oignon. Au lait de vache, oui, monsieur, tout à fait. D'accord. Tu connais ça, Alexandre, toi? Moi, je connaissais la soupe à l'oignon que je crois que tout le monde connaît, mais Oui, le là. potage au lait et à Alors, l'oignon, moi, je ne connaissais pas. une D'accord. dernière précision, une bonne partie de ce qu'on appelle un peu la gastronomie à l'européenne, Ouais. c'est venu au 19e siècle, hein, en Nouvelle-France. Ouais. Mais avant, c'était vraiment une gastronomie très typique. Après, il y a eu, que ce soit chez nous, là-bas ou ailleurs, il y a eu une sorte de, euh, de standardisation de la gastronomie. Mais sinon, à l'époque, il y avait des gastronomies très typiques, puisque, je veux dire, comme les Canadiens français avaient beaucoup de liens avec les autochtones, ben, ils s'échangeaient aussi les plats, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. Ouais. Tout à fait. je veux dire, la meilleure façon de faire de la diplomatie, c'est autour d'un repas, quoi. Hein, Oui. comme on dit chez nous. Ah ben oui. Ça. Voilà, t'arrives, tu sors le saucisson, hop, tu débouches le petit rouge. Déjà, ça calme tout le monde. Après, on a envie de discuter. Oui, mais alors tu parles de saucisson, là. Attends. Pardon, excusez-moi. Est-ce que. On fait du saucisson d'orignal? Alors, j'ai regardé, Oui. notamment sur la viande, parce que je sais que c'est un peu votre marotte à tous les deux, et j'ai pas vu qu'on en fasse. Je pense qu'on devait faire beaucoup de choses à base d'orignal. Ça, c'est une certitude, même si c'est pas précisé dans l'ouvrage. Ouais. Mais du saucisson d'orignal, comme on fait chez nous du saucisson d'âne, j'ai aucune information à ce sujet. Mais a priori, je pense que oui, il y a dû avoir des Pourquoi amateurs, voire quelques explorateurs du goût là-bas. Ah, mais Ce serait pas... il y a des Je, barjots partout, je suis sûr que t'en as fait, Alexandre. je peux te garantir que de la saucisse de chevreuil, c'est excellent. Ah, mais Donc, la saucisse de gibier, oui, j'ai oublié de dire le gibier, bien sûr, beaucoup, puisque tout ce qui était chevreuil, cerf, enfin le gibier assez classique qu'on peut retrouver en Nouvelle-France,
ils en faisaient de tout plein de plats. Et oui, je veux dire, on a du saucisson de cerf ou de chevreuil chez nous, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas Non chez mais, nous. non mais d'accord, enfin, t'as de la viande et t'as des boyaux, ok, tu fais des Bah saucisses. voilà, voilà, voilà. Ça, y a pas de problème, Automatisme. ça c'est un peu la base. Mais cela dit, j'aurais été curieux de voir ou de savoir comment ils traitaient les boyaux, quels boyaux ils utilisaient, parce que si t'as des porcs, bon bah c'est parfait, hein, tu utilises des boyaux de porc. Est-ce qu'ils faisaient de la saucisse avec d'autres types de boyaux? Bah le boyau, déjà, pour le préparer, pour qu'il soit lavé et tout, ils le trempaient dans la saumure. Non mais ça c'est certain, mais ils utilisaient du boyau de cerf. Non, de Alexandre? porc. Ouais, mais s'ils ont pas de porc sous la main, ils prennent du boyau de cerf. Alexandre. Ben, j'ai envie personnellement, je le sais pas. Je Ah, sais même pas s'ils faisaient de la saucisse de chevreuil. Moi, je dis que j'en ai déjà mangé puis c'est excellent, là, mais c'est ça. peut-être qu'à l'époque, ils en faisaient pas, je sais pas. Parce que par chez moi, bon bah on a des porcs, donc on fait un truc qui s'appelle la maoche, qui est un, c'est plutôt de la panse de porc avec de la viande de porc et du chou. Mais alors ça serait intéressant de savoir. Est-ce qu'ils se sont amusés à faire ce genre de choses avec d'autres types de boyaux, a priori, pourquoi pas? Mais en fait, parce que vu que le saucisson, c'est quelque chose qui est assez long à faire, on va dire, dans des conditions d'époque. À mon avis, ils faisaient plus des pâtés. Parce que t'as quand même les Non. terrines à pâté, etc. Enfin, c'est de la céramique, donc c'est Bah, assez pratique. Tu mets ça au four, après tu laisses tranquille. ah mais attends, un saucisson, c'est pas compliqué, hein. Euh, Non, mais ça prend du temps. Ah oui, mais ils font sécher de la viande, a priori. Enfin, creuser cette histoire, moi, ça me... Mais par contre, je sais que dans l'ouvrage, il est dit notamment ils ont adapté certaines recettes, notamment de pémican. Ah voilà, ça va, le fameux pémican, hein, ça, bon. Alors, qui est de la viande de bœuf, enfin en tout cas de la viande séchée. Alors après, on peut la prendre avec du gibier ou du bœuf. Ouais, ouais, bien sûr. Et auquel on met du miel pour avoir une sorte de liant, des fruits secs et des fruits déshydratés. Ouais, tout à fait. Voilà. La nourriture de survie ultime. Tout à fait. Non, mais ça, c'est pas des blagues. Par contre, le pémican, Clairement. c'est en termes de calories et même de la viande séchée, ce qu'on appelle aujourd'hui j'allais dire le cornet de beef, non, mais c'est pas ça, mais le jerky. Les jerky, ouais, mais bon, ça, oui. Alors, enfin, il y a ces célèbres vidéos là des frères Townsend là, Ouais, tout à fait. on les voit sécher sur un espèce de tripat en bois et ils mettent leur veste Papier, ouais. 18e. Ils mettent leur veste 18e par-dessus. Alors ça a l'air qu'en fait, tu sentais la venaison à plein nez quand même derrière. Mais en fait, il y a plusieurs raisons au fait qu'ils mettaient leur veste dessus. D'abord, quand tu fais sécher de la viande, bah, la viande, avant qu'elle sèche, elle attire quand même Non mais les j'entends bien. nuisibles. Mais surtout, Mais il faut faire l'étouffer, quoi. Enfin, c'est important. voilà, c'est ça. Ah, mais Voilà, c'est ça. je suis d'accord, mais enfin, bon, j'imagine qu'ils allaient pas se trimballer une bâche avec eux pour faire ça, Voilà, donc ils mettaient leur c'est veste avec les par-dessus. frères du pot, hein. Ok, très bien. Alexandre, tu voudrais préciser des choses un peu sur ce qui a été dit? Ben, moi, étant un petit gars du bas du fleuve, de génération en génération, Ah oui, on est, la bouffe, c'est très important. bien sûr. On va se le dire. Moi, Le j'ai été gras, c'est élevé la vie. avec du chevreuil, puis de l'orignal, puis des fruits de mer, parce que, bon, le Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, c'est les deux régions de pêcheurs du Québec. Ouais. Mm. Plus la Gaspésie que le Bas-Saint-Laurent, mais quand même. Fait que, ouais, non, c'est ça. Mais du coup, est-ce que t'as enfin, je sais pas, t'as souvenir, j'imagine ta maman faisait à manger, c'était évident. Ah oui, très Mais, bien. mais, ouais, mais est-ce que t'as en tête, genre, je sais pas, des vieilles recettes, ou est-ce que c'est juste des recettes européennes adaptées un petit peu Ah ben, nous, on a un truc, ça j'adore ça. Moi, quand que je vais à la chasse l'automne, oui, je vais à la chasse, Ouais. en déplaise à nos amis véganes. Non, mais il y en a pas là. Ah oui, non, c'est vrai. Ne rêve pas. Quand que je vais à la chasse puis que je tue de la perdrix, ma mère a fait des bines à la perdrix. Des quoi? Des. Des bines, ben en fait, c'est des Ah. fèves à la perdrix. Oh, wow. C'est sirop d'érable avec la perdrix dans un espèce de pot en terre cuite, Ouais, ouais. scellé. Puis sirop d'érable, bine, perdrix,
si vous venez au Québec un jour, Ah bah avec plaisir, moi. Enfin, je pense que le colonel et moi, si on a l'occasion, on ira là-bas, ne serait-ce que pour aller. Ouais, je pense qu'on va finir par venir à la voile parce que sinon ils vont nous emmerder. Donc Ouais, ouais, ouais. on va affréter un bateau, on passera par la baie d'Hudson et on finira tout à pied. Mais par contre, je te préviens, colonel, hein, pendant la traversée, moi, j'ai d'avoir mal de mer, donc je serai pas très utile sur Bon, le bateau. je t'attacherai au mât, c'est pas grave. Alors, bon, Tel Ulysse lorsqu'il rencontre les sirènes. n'est-ce pas? Alors, je suis en train de regarder le chrono, on a fait encore un truc dément, là, on est à 1h25 d'émission. Je sais pas si tout le monde sera arrivé au bout. En tout cas, si vous êtes arrivé au bout, bah, vous avez mes félicitations. Nous allons de toute façon continuer à faire tout un tas d'émissions sur la Nouvelle-France parce que vous avez compris en fait que le sujet nous passionne. Bon, Alexandre forcément puisque c'est sa terre, et moi parce que c'est mon passé, et puis notre ami Castellan aussi parce que ça lui permet d'aller farfouiller tout un tas de choses sur la gastronomie entre autres. Euh, je j'ai- tiens à dire qu'on oui. coupe les coins ronds beaucoup parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ah, ouais. Voilà. Ouais, c'est Mais bon, voilà, on le fait, on va continuer à le faire, on va le faire, j'espère, de mieux en mieux. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés ont passé un bon moment avec nous. Moi, en tout cas, j'ai pas eu le temps passer, je pourrais encore continuer 2 ou 3 heures comme ça. Mais on peut pas toujours faire ce qu'on veut à ce niveau-là. On va rester sur un format à peu près acceptable. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, je réitère, partagez l'émission, posez-nous des questions. C'est important parce que je suppose que tout un tas de choses vous sont venues et vous allez peut-être vouloir nous inciter à faire des émissions vers tel ou tel embranchement de l'histoire. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Vous avez quelque chose à rajouter, Alexandre? Ben, moi, ça me fait plaisir, comme vous dites, poser des questions. Ça me permet de retourner dans mes livres puis de retourner dans mon histoire. Fait que j'adore ça. Parfait. Ouais. Castellan, un mot? Alors, déjà, merci à tous les deux de m'avoir invité ou accepté pour cette émission. Hein. C'était pas non plus. Oh, c'était horrible. C'était- Quelle torture! Je sais. Moi aussi, je t'aime, quoi. Mais et puis, bah ouais, éventuellement, à l'occasion, pas forcément que pour parler gastronomie, mais oui, pourquoi pas. Bien sûr. C'était un très bon format d'émission. Enfin, je pense qu'on est beaucoup de royalistes, que ce soit en France ou de l'autre côté de l'Atlantique, à aimer cette magnifique histoire de la Nouvelle-France qui s'est finie trop tôt à nos yeux. Certes. Et puis, devenez royaliste. Très bien. Alexandre, Le mot de la fin. Allez, c'est toi qui conclus et je coupe l'enregistrement derrière. Ah, c'est bon. Encore merci beaucoup de nous avoir écoutés. Posez-nous des questions. J'espère que vous avez apprécié. Merci, colonel, de prendre ton temps puis ta chaîne aussi pour partager ces informations-là. Ouais. Puis je tiens à dire aussi, c'est important parce que même notre propre histoire à nous ici, je pense qu'elle est mal connue. Fait que, si je peux la faire découvrir au plus de gens possible, tant bien, c'est le mieux pour tous en fait. Fait que, merci beaucoup. Devenez royaliste.